La déshydratation aiguë du nourrisson. La déshydratation aiguë peut être définie par l'ensemble des troubles engendrés par un déficit aigu, important et non compensé en eau et en électrolytes des compartiments hydriques de l'organisme. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique qui met en jeu le pronostic vital et psychomoteur. Pour pouvoir comprendre l'impact de cette déshydratation aiguë du nourrisson, faudra savoir que la répartition des compartiments hydriques chez ce nourrisson sont très particuliers, puisque le supplément en eau existe dans le secteur extracellulaire pour ces petits nourrissons. D'ailleurs, comme on le voit ici, le total pour un grand enfant comme chez l'adulte, c'est 55%, mais pour un nourrisson de 1 an, c'est beaucoup plus, c'est 65%, et bien sûr, chez un nouveau-né, c'est 75%. Et comme on vient de le dire, ce supplément en eau existe dans le secteur extracellulaire, donc les facteurs environnementaux peuvent agir facilement sur ce secteur extracellulaire, sur cet excédent en eau, d'où la fragilité de ce nourrisson. Alors que pour le secteur vasculaire, c'est 5% quel que soit l'âge. Déjà, donc, la répartition des compartiments hydriques du nourrisson nous montre la fragilité du nourrisson. En plus, il faut savoir que le volume hydrique du nourrisson correspond à la moitié du volume extracellulaire, alors que pour l'adulte, c'est le 7e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de renouvellement de la composante liquidienne de l'organisme, il est beaucoup plus rapide. Le turnover, il est très important. Donc, ceci mettra le nourrisson dans une situation d'instabilité avec donc ce supplément en eau qui est dans le secteur extracellulaire. Déjà, on voit bien qu'il y a un risque beaucoup plus important chez le nourrisson d'être déshydraté. En plus, ce nourrisson, il n'est pas du tout autonome. Il dépend de l'adulte pour qu'il s'hydrate. Il y a une limitation du pouvoir de la concentration d'urine jusqu'à l'âge de 3 mois. Il y a une immaturité jusqu'à l'âge de 3 mois. Et aussi, on a une importante perte cutanée puisque la surface cutanée du nouveau-né et du nourrisson est beaucoup plus grande. En fait, l'eau, il est intimement lié au sodium dont la concentration physiologique est de 140 mg par litre. Et il y a toujours une perte de volume extracellulaire. Le patient, donc, il est en hypovolémie. Mais si la perte d'eau est supérieure à la perte de sel, le patient sera en hypernatrémie. Là, on parle de déshydratation intracellulaire. Par contre, si la perte de sel est supérieure à la perte en eau, bien sûr, là, il sera en hyponatrémie et là, on parle de déshydratation extracellulaire. Donc, on est en hypovolémie hypernatrémique ou en hypovolémie hyponatrémique. Ça dépend si la déshydratation elle est plutôt intracellulaire ou extracellulaire, mais l'hypovolémie, bien sûr, à cause de cette perte hydrique, elle est constante. Et là, on voit bien ce qu'on vient de dire. Là, à l'état normal, on a un liquide extracellulaire et on a un liquide intracellulaire. Lorsqu'il s'agit d'une déshydratation isonatrémique ou isotonique, donc là, le sodium sera normal, entre 130 et 150, et il y aura une diminution des liquides extracellulaires. Par contre, il y aura une déshydratation hyponatrémique ou hypotonique lorsqu'on aura une déshydratation extracellulaire et une hyperhydratation intracellulaire. L'autre cas de figure est lorsqu'on aura une déshydratation intracellulaire et extracellulaire et là, on aura une hypernatrémie et il s'agit d'une déshydratation hypernatrémique ou hypertonique. Donc voilà par rapport à ce schéma qui explique bien les troubles hydroélectrolytiques qu'on peut avoir lors d'une déshydratation. D'ailleurs, ces troubles hydroélectrolytiques dépendent vraiment de cette balance hydrique, de cette perte en eau, en électrolytes.
Et ceci, donc par rapport, une balance par rapport à des entrées, à des sorties. Il y a les entrées qui correspondent aux besoins du nourrisson. Ce besoin est différent selon l'âge, puisqu'avant l'âge de 3 mois, les besoins hydriques sont de 150 cc kg par 24 heures. Entre 3 et 6 mois, les besoins hydriques sont de 120 cc par kg par 24 heures. Entre 6 et 12 mois, les besoins hydriques sont de 100 cc par kg par 24 heures. Et à un âge supérieur à 1 an, les besoins sont de 80 cc par kg par 24 heures. Les sorties correspondront aux pertes insensibles par la peau et les poumons, aux pertes à travers les urines et les selles. Quelles sont les causes de cette déshydratation? Quelles sont les causes de ce déséquilibre dans la balance hydrique? Bien sûr, la cause la plus fréquente, c'est la gastroentérite, plus que 80% des déshydratations du nourrisson ou des vomissements profus isolés. Donc, en premier lieu, les causes digestives. En deuxième lieu, on aura les causes rénales, diabète sucré, diabète insipide, tubulopathie. En troisième lieu, les causes surrénaliennes, insuffisance surrénale. En quatrième lieu, les pertes cutanées par les brûlures ou le coup de chaleur. Et cinquièmement, comme on l'a dit, donc c'est l'insuffisance d'apport en eau puisqu'il y a une perte d'autonomie chez ce petit nourrisson ou erreur de régime par des biberons trop concentrés. Là, en fait, si on va prendre ce cas clinique de Mounir qui a la diarrhée et qui a des vomissements. Donc, ça correspond parmi les causes qu'on vient de citer aux causes les plus fréquentes, les causes digestives. Donc, ce Mounir, un nourrisson de 10 mois, il a fait 10 selles liquides et il a vomi tout depuis ce matin. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que il a les yeux très cernés, il a un pli cutané persistant. En plus, à l'examen, il a soif, il a une muqueuse gigale sèche et des fontanelles déprimées. Donc déjà, ce cas clinique d'illustration nous permet de dégager les signes cliniques d'une déshydratation et habituellement, on distingue les signes de déshydratation intracellulaire des signes de déshydratation extracellulaire, tout en sachant qu'on pratique les signes cliniques sont mixtes. Concernant les signes de déshydratation intracellulaire, il s'agit de soif, sécheresse des muqueuses, hypotonie des globes oculaires, fièvre et des signes neurologiques. Il peut s'agir d'agitation, somnolence, torpeur, coma, hypertonie, convulsion. Concernant la déshydratation extracellulaire, les signes cliniques caractéristiques de ce type de déshydratation sont la présence d'un pli cutané, la dépression de la fontanelle antérieure, les yeux creux ou enfoncés, la présence d'une oligurie et la présence de signes en faveur d'une défaillance circulatoire, donc un état de choc hypovolimique, qui sont la cyanose, pâleur et refroidissement des extrémités, marbrure, tachycardie, hypotension et augmentation du temps de recoloration cutanée qui est cherché en périingual chez le nourrisson. Là, voilà pour le pli cutané persistant, la dépression de la fontanelle antérieure. Je vous rappelle que la fontanelle antérieure reste ouverte jusqu'à l'âge de 1 an. Les yeux, voilà, le moment qu'ils sont cernés, enfoncés. Je vous rappelle les chiffres de la fréquence cardiaque normale. C'est très important donc de noter qu'une tachycardie est en faveur d'un état de choc hypovolémique et il ne faut pas attendre l'hypotension pour parler d'état de choc hypovolémique. Pour chercher le pli cutané, il faut bien pincer la peau et le tissu sous-cutané, et ceci donc dans la région abdominale. Voilà, comme ceci, donc on pince, puis on lâche, et à ce moment-là, on a un pli cutané persistant, qui persiste. Il faut savoir que les signes cliniques sont variables selon la gravité, et ceci, bien sûr, selon la perte de poids. On va perdre donc plus de poids. À ce moment-là, on est beaucoup plus déshydraté. Il s'agit d'une déshydratation sévère. La déshydratation, elle est dite légère lorsque la perte de poids est inférieure à 5%.
Elle est dite modérée lorsque la perte de poids est entre 5 et 10%. Et elle est dite sévère lorsque la perte de poids est supérieure à 10%. Donc, concernant les signes cliniques qui correspondent à tel ou tel groupe, par rapport à une déshydratation modérée, la perte de poids, elle est donc de 5 à 7%. Les signes cliniques qui correspondent à ce tableau sont des yeux légèrement cernés, un pli pâteux, donc une diminution de l'élasticité de la peau, une muqueuse jugale légèrement sèche et une soif. Par contre, lorsqu'on est devant une déshydratation avec une perte pondérale de 10%, là, les signes cliniques qui forment ce tableau sont des cernes oculaires, un pli cutané qui là, il est persistant, muqueuse sèche, muqueuse jugale sèche, dépression de la fontanelle et une oligurie. Pour une déshydratation qui est supérieure à 15%, là, on est devant un tableau d'état de choc hypovolémique. On a une tachycardie, chute de la tension artérielle, des extrémités froides et marbrées et un teint gris cendré. Donc voilà pour ces trois groupes d'associations de signes cliniques qui vont permettre, devant l'association de ces signes cliniques, de nous dire, voilà, là, on est devant une association de signes cliniques qui m'oriente plutôt vers une déshydratation modérée. Pourquoi je dis ça? Puisqu'au fait, la perte de poids, on peut pas toujours la calculer puisque on peut avoir le poids actuel, mais on ne pourra pas avoir le poids antérieur dans la plupart des cas, puisque le poids antérieur, pour l'avoir, il faudra que la maman consulte au dispensaire ou un pédiatre, qu'il marque ce poids dans le carnet de santé. Si on n'a pas ça, donc on aura le poids actuel, on ne pourra pas calculer la perte de poids, mais grâce à l'association de ces signes cliniques qui formeront le groupe qui orientera plutôt vers une déshydratation modérée ou plutôt vers une déshydratation sévère, on va se dire que voilà, là, j'ai une dépression de la fontanelle, j'ai un pli cutané persistant avec les autres signes que l'on vient de voir là. Donc, cette association de signes cliniques me permet de dire qu'on est plutôt vers une déshydratation de 10%. Donc, une déshydratation avec perte pondérale de 10%. A posteriori, puisqu'on ne peut pas calculer, puisqu'on n'a pas le poids donc antérieur. Il faut savoir que le pli cutané, qu'on vient de voir persistant, c'est un signe de déshydratation, mais attention, on sait bien que il peut être un signe aussi de dénutrition. Là, il y a des particularités des signes cliniques chez le nourrisson dénutri. Il faut savoir que certains signes cliniques sont trompeurs chez le nourrisson dénutri, puisque la muqueuse jugale peut être sèche à cause de l'atrophie des glandes salivaires, et puisque aussi le pli cutané persistant, il est secondaire à la perte des sucres adipeux dans le cadre de sa dénutrition. Et les signes d'hydratation, finalement, là, les plus fiables chez le nourrisson à ta dénutrition sont soif, cerne oculaire et oligurie. Donc, je répète, on ne peut pas se fier à la sécheresse de la muqueuse jugale et on ne peut pas se fier au pli cutané persistant. Ce sont là les trois signes les plus fiables chez les nourrissons dénutris. Donc, après avoir fait un examen à la recherche de signes cliniques en faveur de la déshydratation, que cette association de signes cliniques nous a permis de nous orienter vers le groupe déshydratation modérée ou le groupe déshydratation sévère ou plutôt vers un état de choc, à ce moment-là, on a pu donc nous orienter vers une déshydratation légère, modérée ou sévère. Bien sûr, comme on a dit, dans le meilleur des cas, si on a un poids antérieur et on a le poids actuel, on peut calculer le pourcentage de perte de poids et là, ce sera bien sûr meilleur pour pouvoir faire le rapport entre signes cliniques et perte pondérale. L'examen général, il est bien sûr très important puisqu'il va nous permettre de chercher un foyer infectieux extra-digestif dans le cadre de la recherche d'une diarrhée infectieuse de cause parentérale. Donc, l'examen ORL, urinaire, pulmonaire, ménager, ce sont les 4 causes qui peuvent donc orienter vers une diarrhée parentérale.
L'état nutritionnel, comme vient de le dire, il est très important, il faut savoir l'évaluer, et la recherche de tares antérieures comme un diabète, fibulopathie ou insuffisance surrénale. Les examens complémentaires ne sont pas indiqués systématiquement, ils sont indispensables seulement dans les déshydratations sévères, et là on peut faire un effet sur le gramme sanguin, urécréate et gaz dissolvant. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une déshydratation sévère avec état de choc, là, c'est vraiment contre-indiqué de faire cet examen complémentaire. Il faut d'abord lever le choc par des remplissages et puis, secondairement, on pourra faire le bilan sanguin. En cas de déshydratation dans un contexte fébrile, là, il faudra savoir faire un bilan infection en fonction du contexte clinique, bien sûr. On peut demander un FSRP, coproculture, si la diarrhée elle est invasive, donc avec sang et glaire, ou en cas de diarrhée persistante, supérieure à 5 à 7 jours. On peut aussi, selon l'alimentation, demander un CBU, donc faire une ponction lombaire si on suspecte une méningite ou une radiothorax si on suspecte une pneumonie. Plusieurs troubles ioniques sont possibles, tels l'hyponatrémie, l'hypernatrémie, l'hypokaliémie en cas de perte importante, vomissement, diarrhée, l'hypercalémie aussi en cas d'insuffisance rénale, insuffisance surrénale, acidose métabolique. Et là, je vous rappelle que pour toute diminution de pH de 0,1, il y a une augmentation de la calémie de 0,5 mmol par litre. Les troubles ioniques possibles sont aussi un type d'hypochlorémie en cas de vomissement incoercible. Les troubles acido-basiques sont possibles en cas de déshydratation, puisque une acidose métabolique peut se voir par perte de HCO3-, par diarrhée profuse ou dans le cadre d'une fibulopathie. L'alcalose métabolique, elle est plutôt rare et elle peut se rencontrer en cas de vomissement incoercible par perte de H+. Voilà par rapport donc au tableau clinique, paraclinique, les possibilités de troubles ioniques et acido-basiques. Maintenant, puisque le tableau donc se clarifie, on va penser donc à évaluer la déshydratation, à classer la déshydratation pour pouvoir indiquer un traitement convenable selon la classification. Pour ceci, on peut s'aider par le score OMS. Pour ce score OMS, donc, on a 7 items, muqueuse jugale, fontanelle, globe oculaire, TRC, état neurologique, fréquence respiratoire et flux cutané. Et ces items seront cotés 0, 1 ou 2. Lorsque la muqueuse jugale elle est humide et lorsque les autres signes sont normaux, là, on cotera 0. Quand c'est modéré, donc la muqueuse elle est peu sèche, la fontanelle est légèrement déprimée, les globes oculaires sont légèrement enfoncés, TRC 3 à 5, l'enfant il est plaintif, la fréquence respiratoire elle est rapide, supérieure à 40 et le flux cutané est pâteux, là on donnera la cote 1. Par contre, on donnera la cote 2 lorsque les signes sont intenses, la muqueuse jugale elle est très sèche, la fontanelle elle est très déprimée, les globes oculaires sont très enfoncés, le TRC est vraiment allongé, supérieur à 5 secondes, l'état neurologique il est apathique, le nourrisson ou il est agité, la respiration elle est rapide, elle est profonde, donc ça dénote d'une acidose métabolique déjà présente, et le flux cutané est persistant. Donc ce score OMS nous permet, devant un patient, et en cherchant l'intensité de ces 7 signes, de donner le code 0, 1 ou 2, donc finalement d'avoir une somme de ces cotes pour pouvoir avoir le score total. Et lorsque ce score total est entre 0 et 3, on dira que c'est le stade 1 et c'est une déshydratation légère. Lorsqu'il est entre 4 et 8, c'est le stade 2 et c'est une déshydratation modérée. Mais par contre, lorsque ce score il est de 9 à 19, c'est un stade 3 et c'est une déshydratation sévère. Il faudra savoir que si l'enfant il est très agité et pousse des cris stridents, on va ajouter 5 points au total.
Donc, par rapport à ce score OMS, on aura ces cotes. Donc là, le maximum, c'est 2 fois 7, 14. On peut ajouter plus 5. Donc 14 plus 5, c'est 19. Et ce plus 5-là, on l'ajoutera si l'enfant il est très agité ou s'il pousse des cris stridents. Donc voilà, à ce moment-là, on peut, à travers ce score, avoir la stadification de la déshydratation. Bien sûr, le stade 1 correspondra à des pertes inférieures à 5%, le stade 2 à des pertes entre 5 et 10%, et le stade 3 à une perte pondérale supérieure à 10%. Et à ce moment-là, on va pouvoir donc clarifier notre conduite à tenir, puisqu'en cas de déshydratation légère ou absente, donc la déshydratation légère, c'est le stade 1, on va faire le plan de traitement 1 qui a été bien clarifié par l'OMS. C'est la prévention de la déshydratation si on n'a pas de déshydratation, ou c'est le traiter l'enfant à domicile si déjà on est devant une déshydratation légère. Comment ceci? C'est en donnant à boire du SRO à l'enfant à domicile et bien sûr en continuant à allaiter, ne jamais interrompre l'allaitement maternel. Ce SRO, c'est le soluté de réhydratation orale qui servira à la compensation des pertes hydroélectrolytiques fécales. Donc là, c'est la photo du sachet d'Oralite, appelé aussi OMS 2002. Ce sachet-là, il est donné par l'OMS et il sera dilué dans 1 litre d'eau qu'on peut garder au réfrigérateur pendant 24 heures. Qu'est-ce qu'il contient, ce sachet d'Oralite? Il contient du glucose, du NaCl et 2 autres composants, citrate trisodique déshydraté et chlorure de potassium. Mais on va s'intéresser essentiellement au glucose et au NaCl puisque ces 2 composants vont passer à travers le canal glucose et NaCl, un canal intestinal. Et après leur passage, ou avec le passage de glucose et NaCl à travers ce canal, l'eau va les accompagner. Donc c'est grâce à ceci qu'on va pouvoir réhydrater. Donc un soluté d'hydratation orale doit contenir du glucose et de NaCl pour pouvoir effectuer la réhydratation hydroélectrolytique. Il faudra donner à boire les SRO d'une manière fractionnée en plusieurs prises, petit à petit. Et aussi, après chaque sel liquide, on va donner 10 cc par kilogramme de SRO après chaque sel liquide. Je vous donne un exemple. Un nourrisson âgé de 8 mois, un nourrisson âgé de 8 mois qui pèse par exemple 7 kg. Là, on va lui donner 70 cc de SRO après chaque sel liquide. Et on va lui proposer à boire à volonté. Donc là, on est toujours dans le plan de traitement 1. Pour récapituler, donc, le plan de traitement 1, on va donner à boire des SRO à l'enfant et on va continuer à l'allaiter. La réalimentation précoce, toujours. Donc, après 4 heures de SRO, on va le réalimenter. Réalimentation précoce au bout de 4 heures, c'est très important et ceci pour éviter la dénutrition. Faut pas donner du SRO seulement, donc, pendant plus que 4 heures. Après 4 heures, c'est la réalimentation. Bien sûr, ne jamais arrêter l'allaitement maternel, même pendant la phase de 4 heures de réhydratation. Et le traitement médicamenteux d'appoint antidiarrhéique et antibiotique pour certaines diarrhées invasives. La réalimentation précoce, donc, c'est, comme je viens de le dire, pour éviter la dégradation de l'état nutritionnel et pour faciliter la réparation des entérocytes qui ont eu un état d'atrophie à cause de l'invasion virale. La reprise donc d'alimentation 4 heures après le début de la réhydratation orale en reprenant le lait habituel sans jamais interrompre l'allaitement maternel même pendant la phase de la réhydratation pendant laquelle il faudra alterner SRO et TT. Concernant cette réalimentation, lorsque on est donc devant la première phase, on peut avoir, à cause de cette invasion virale, une atrophie villositaire et à ce moment-là, on aura une prolifération
Et cette prolifération donnera des cellules immatures, donnera des lactases immatures et on aura la normalisation de la villosité seulement à J15. Donc pendant les 15 premiers jours, on aura une lactase immature. Donc dans certains cas, on aura ce qu'on appelle une intolérance secondaire au lactose qui est transitoire. Et à ce moment-là, il faudra vraiment tenir compte de cette phase transitoire de l'intolérance secondaire au lactose pendant la réalimentation, puisqu'il faudra prescrire un lait sans lactose. Ce lait sans lactose est indiqué pour seulement certains cas de figure. Déshydratation, il n'est pas systématique en cas de diarrhée aiguë. Il est indiqué devant la réapparition d'une diarrhée profuse dans les heures qui suivent la réintroduction du lait habituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, après une diarrhée aiguë, la phase d'alimentation, la règle c'est de reprendre le lait habituel. Mais là, la maman, elle peut vous dire, docteur, voilà, je viens de lui donner une compote de carottes, tout va bien. Quand je lui donne du riz, tout va bien aussi. Mais quand je lui donne un biberon de lait habituel, il va avoir une diarrhée profuse. Au fait, là, ça suffit qu'elle vous donc décrit cette situation pour que vous raisonnez, que vous dites que oui, voilà, cet enfant, certainement, il a une lactase immature. C'est l'intolérance secondaire au lactose. Il faudra absolument que je lui prescrive du lait sans lactose pendant 15 jours. Voilà. Donc là, c'est la première indication. Deuxième indication, une diarrhée persistante, plus que 5 à 7 jours. Et troisième indication, c'est suite à une déshydratation grave. Voilà par rapport à cette indication de lait sans lactose pour pouvoir donc respecter les règles de réalimentation. Il y a un autre lait spécial qu'on peut prescrire, c'est l'hydrolysat de protéines. Et là, il est indiqué devant toute diarrhée chez tout nourrisson de moins de 3 mois pour une durée de 2 à 4 semaines. Et ce lait servira à prévenir la survenue d'une allergie aux protéines lait de vache suite à une diarrhée aiguë. Voilà pour la déshydratation donc légère. Pour la déshydratation modérée, donc là c'est le plan de traitement 2 qui est indiqué, qui a été bien décrit par l'OMS. Donc on va traiter de la déshydratation par SRO et l'enfant sera traité dans un centre de santé. Donc là, la réhydratation orale sera faite dans le centre de santé pendant 3 à 4 heures. On va donner des SRO progressivement, 5 ml toutes les 1 à 2 minutes, puis 30 ml toutes les 15 minutes. Et l'objectif étant de compenser les pertes pour donner 100 ml par kilo durant les 4 premières heures de réhydratation. Donc pendant ces 4 premières heures où l'enfant va rester dans le centre de santé, on va lui donner progressivement le SRO pour atteindre le 100 ml par kilo. Le début progressif, il est très important puisque l'enfant, en plus de sa diarrhée, peut avoir des vomissements et ces vomissements donc peuvent être arrêtés grâce à cette introduction progressive du SRO qui contient du glucose et du sel. Et le glucose, il est très intéressant pour arrêter les vomissements répétitifs. Et voilà, donc même le fait d'avoir diarrhée vomissement, ça n'empêchera pas de donner donc le SRO dans ce centre de santé, mais j'insiste progressivement 5 ml toutes les 1 à 2 minutes. Donc on va donner une cuillère à café qui correspond à 5 ml. Au bout de 1 à 2 minutes, une autre cuillère à café. Au bout de 1 à 2 minutes, une troisième cuillère à café, donc de 5 ml seulement. Si tout se passe bien, l'enfant arrête de vomir, il tolère bien, il accepte ce SRO, à ce moment-là, on va donner toutes les 15 minutes 30 ml de SRO et ainsi de suite pendant 4 heures. Et bien sûr, après 4 heures, on va réexaminer l'enfant. On va expliquer à la maman comment réhydrater l'enfant. Et comme je viens de le dire, après 4 heures de réhydratation orale, on va examiner l'enfant, on va refaire le score. S'il y a une absence d'amélioration, il faudra l'hospitaliser. Si c'est une déshydratation modérée, on lui mettra une sonde nasogastrique. Si c'est une déshydratation sévère, on lui mettra une perfusion intraveineuse. Et en cas d'amélioration, il peut partir chez lui et il va poursuivre la hydratation orale à domicile. On va lui donner 3 sachets de SRO pour donc couvrir les 3 jours à venir. On va lui expliquer comment faire la réhydratation donc précoce au bout de 4 heures absolument, la réalimentation précoce donc et le traitement adapté. Donc bien sûr toujours
on prend en compte la quantité à tenir adéquate devant cette déshydratation modérée. Et puis, à la sortie, on va lui donner une ordonnance de SRO, tout en donc insistant sur les 10 cc kg après chaque sel liquide. Et donc une ordonnance de traitement antidiarrhéique et bien sûr les conseils de la réalimentation précoce pour éviter la dénutrition. Donc voilà la récapitulation de tout ce que je viens de dire à la salle d'urgence pendant 3 à 4 heures. Donc le SRO, 5 ml toutes les 1 à 2 minutes, 3 fois, puis 30 ml toutes les 15 minutes pendant 4 heures. L'objectif, c'est de compenser les pertes 100 cc kg pendant 4 heures. Puis, on va l'examiner. Si amélioration du score, il s'améliore, il va partir chez lui. Le retour à domicile, on va proposer le SRO à volonté jusqu'à la correction totale de la déshydratation. On va donner 10 cc kg de SRO après chaque sel liquide. Et donc, on va arriver jusqu'à une quantité de 200 ml par kilo par 24 heures de SRO. Nous arrivons maintenant à la déshydratation sévère, c'est le stade 3 et c'est l'application du plan de traitement 3, donc la réhydratation intraveineuse. Pour ceci, on va installer une perfusion intraveineuse et il faut poser un collecteur d'urine. Et si on n'a pas de collapsis, si on n'a pas de signe d'hypovolémie, donc choc hypovolémique, là, on peut donc prescrire ce prélèvement sanguin, ionogramme sanguin, gaz du sang, urécréate. Donc, j'insiste sur l'installation de la PIV sur le collecteur d'urine. Le collecteur d'urine, il est très important dès l'admission de l'enfant pour pouvoir le surveiller. Concernant cette perfusion intraveineuse, il nous faudra donc connaître le soluté et le débit. D'abord, le soluté utilisé, c'est du glucosé à 5% avec 4 g par litre de NaCl et 1 g par litre de glyconate de calcium. Et il est classique, bien sûr, d'attendre à la première miction avant d'ajouter le potassium dans la perfusion, qui sera à ce moment-là de 1,5 g par litre de KCl. Concernant la vitesse de perfusion, bien sûr, là, les quantités de soluté à perfuser sur 24 heures sont égales à la moitié des pertes en 4 heures, puis la moitié des pertes et les besoins en 20 heures. Les besoins correspondent aux besoins hydriques qu'on a vus au tout début de cette présentation. Par exemple, un nourrisson qui a 10 mois, qui pèse 10 kg, il a perdu 1 kg. Donc là, on va donner 500 cc en 4 heures, la moitié des pertes, 1000 grammes, donc ça va correspondre à 1000, la moitié de 1000, c'est 500. Donc 500 cc en 4 heures, la moitié des pertes en 4 heures, puis 500 plus les besoins en 20 heures. Les besoins chez ce nourrisson de 10 mois correspondent donc à 100 cc kg, donc 100 fois 10, c'est 1000. Voilà. Le début de la perfusion doit être bien sûr fréquemment ajusté en fonction de la régression des signes de déshydratation, de la reprise de la diarrhée et de l'évolution du poids. Bien sûr, la reprise de la diurèse, on le saura grâce au collecteur d'urine qu'on a posé dès l'admission, qui va nous dire que voilà, le nourrisson, il n'est pas en oligurie, il a repris sa diurèse, donc c'est bon, il n'est plus en hypovolémie, on vient de le réhydrater d'une manière efficace, donc on est dans le bon cheminement vers l'amélioration de l'enfant, on est efficace dans notre perfusion intraveineuse. C'est très important. Il faut savoir que devant des situations particulières comme une hypernatrémie, il faudra prescrire des antipyrétiques. En cas de choc, bien sûr, ça sera un choc hypovolémique, donc on va faire un remplissage de 20 cc kg de sérum salé isotonique pendant 20 à 30 minutes ou aussi vite que le permet la voie d'abord. Et dans le cadre de dénutrition, c'est aussi une situation particulière qu'il faudra prendre en compte dans notre réhydratation. Pourquoi? Puisqu'un dénutri, il est en surcharge hydrosodée. Il a beaucoup plus que de l'eau totale du sodium par rapport à un nourrisson qui est eutrophique et moins de potassium. Donc, le dénutri, il est en surcharge hydrosodée. Ça, donc, il faudra tenir ceci en compte. Et donc, lorsqu'on est dénutri, lorsque le nourrisson est dénutri, il faudra diminuer le débit. Il ne faut jamais dépasser 150 cc par kilo par 24 heures. Donc, je répète, chez tout nourrisson dénutri, ne jamais dépasser un volume total de réhydratation de 150 cc par kilo par 24 heures. Sinon, ce sera un risque d'OAP, d'œdème cérébral.
La réhydratation doit être prudente sous forme de glycosé à 5 ou 10%, 10% s'il y a en hypoglycémie, puisqu'un dénutri peut être en hypoglycémie. Et concernant les électrolytes, il faudra donner un peu moins de sodium, 1 à 2 mg par kilo par 24 heures, et un tout petit peu plus de potassium, 2 à 3 mg par kilo par 24 heures. Bien sûr, tout nourrisson en réhydratation intraveineuse doit être surveillé. La surveillance est essentiellement clinique. Le poids, 4 à 6 heures après, comme on l'a déjà dit, un gain pondéral confirme l'efficacité du traitement. Les signes neurologiques, s'il était plaintif et qu'il va devenir souriant, c'est qu'on est dans le bon cheminement. La diurèse, donc s'il va faire pipi, c'est que, alors qu'il était en guéri, c'est qu'il est bien réhydraté. La surveillance hémodynamique, pouls, TRC, marbrure, tension artérielle, fréquence respiratoire, l'abondance des sels et le score de déshydratation. La surveillance biologique peut aussi trouver son intérêt, l'ionogramme sanguin et la glycémie à H6, puis bien sûr, ce sera en fonction de la sévérité de la déshydratation. Devant une hyponatrémie ou hypernatrémie, il faudra savoir donc contrôler l'ionogramme au bout de 4 à 6 heures. Puis, cette surveillance peut parfois mener à des signes de déshydratation qui sont persistants. Pourquoi est-ce qu'on aurait une déshydratation persistante? Il y aura plusieurs hypothèses. C'est peut-être une sous-estimation des pertes, ou la perfusion n'a pas bien coulé, ou c'est qu'on a une fuite rénale avec une déshydratation avec du reste conservé. Donc, lorsqu'on a mis la poche, la poche pupille, le collecteur d'urine dès le début, on a une du reste conservée. Et c'est finalement la cause de cette déshydratation. Il peut s'agir de diabète sucré, il peut s'agir d'insuffisance surrénalienne ou de diabète insipide. Donc, ceci est très important. Donc, encore, j'insiste sur l'intérêt de mettre en place un collecteur d'urine dès l'admission d'un enfant qui est en déshydratation stade 3. Quelles sont les complications possibles de déshydratation aiguë? D'abord, des complications immédiates. Il peut s'agir de collapsus cardiovasculaire ou d'anurie par thrombose des voies rénales. Il peut s'agir de complications dues au traitement, œdème pulmonaire, œdème cérébral, infiltration cutanée, infection hospitalière. Il peut s'agir de complications tardives et des séquelles, hématome sous-dural, séquelles neuropsychiques. Concernant ces complications neurologiques, il faut savoir que l'altération de l'état neurologique est vraiment en corrélation avec la sévérité de l'hypernatrémie. Cette hypernatrémie sera en cause de la diminution du volume cérébral, donc de la rupture des veines cérébrales et de la possibilité d'hémorragie focale intracérébrale et méningée. Et rappelons-nous qu'une hypernatrémie peut être en cause d'un hématome sous-dural. Donc rappelons-nous ce schéma, déshydratation hypernatrémique, c'est un risque d'hématome sous-dural. Cet hématome sous-dural peut compliquer une déshydratation hypernatrémique. Il sera donc, il va se manifester cliniquement par des troubles de la conscience, par des convulsions, une augmentation du périmètre crânien, une tension de la fontanelle qui est plutôt paradoxale chez un enfant déshydraté puisque le plus habituel c'est de l'avoir déprimé, pas attendu. Comme complication neurologique aussi, on peut avoir une thrombose veineuse cérébrale, une hémorragie intraparenchymateuse cérébrale, comme on vient de l'expliquer à cause de cette hypernatrémie. Bien sûr, le meilleur traitement, c'est de la prévention. Donc, d'abord, promouvoir l'allaitement maternel le plus longtemps possible. Et là, vraiment, notons que le lait maternel, il est l'aliment idéal pour tout nourrisson. Il est suffisant jusqu'à l'âge de 6 mois. Le lavage des mains à l'eau et au savon avant de préparer les repas de l'enfant. L'utilisation de l'eau propre. Une bonne conservation des aliments. Pas de surdosage en cas d'allaitement artificiel. Il faut savoir bouillir les biberons. Et bien sûr, augmenter l'apport liquidien en cas de diarrhée par du SRO. La vaccination aussi, elle est là pour prévenir la déshydratation s'il s'agit d'une diarrhée aiguë à rotavirus. Et là, il y a 2 vaccins. Il y a le Rotarix qui est disponible en Tunisie. Il y a aussi le Rotatec. En conclusion, la déshydratation aiguë, c'est une urgence pédiatrique. Le diagnostic, il est vraiment facile. Et ce diagnostic facile permettra de bien classer la déshydratation grâce au groupe antigénique clinique, grâce au calcul de la perte pondérale si le poids antérieur il est disponible, grâce au score OMS. Et cette classification-là, cette stratification en déshydratation 1, 2 ou 3 permettra de réhydrater l'enfant et vraiment l'état après déshydratation, donc après réhydratation de l'enfant permettra donc de faire la différence
différence entre donc vraiment une pathologie qui est de diagnostic facile et qui est curable. Et bien sûr, on réinsiste sur le fait que le meilleur traitement, c'est la prévention. Merci pour votre écoute.